Salut à tous et bienvenue dans Grain. Ça y est, on est 10 000 sur cette chaîne YouTube. Je suis hyper content, franchement, merci à vous pour votre soutien. J'ai lancé cette chaîne en mai 2017, on est en mai 2018, donc ça aura mis un an à faire 10 000 abonnés. Je suis vraiment ravi que cette chaîne vous plaise, j'espère qu'elle vous a aidé, que vous avez appris des choses. En tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'adore faire avec YouTube, donc je compte vraiment continuer dans cette voie-là, j'ai encore plein de choses à vous raconter. Pour fêter dignement ces 10 000 abonnés, je vous propose un nouveau format où je vais aller à la rencontre de vidéastes, de réalisateurs, en tout cas de personnalités autour du monde de la vidéo. Et on commence aujourd'hui avec un jeune réalisateur qui s'appelle Léo Bijawi. Je pense que vous allez bien aimer son parcours. C'est un autodidacte qui aujourd'hui est signé chez Frenzy, qui est une des plus grosses boîtes de prod qui représente des réalisateurs. On va parler de plein de choses, de ses débuts, de ses premiers projets pro, de l'agence dans laquelle il est signé, mais aussi de son podcast. Il a aussi participé au Nikon Film Festival. Donc je pense que ça va être très sympa. D'ailleurs, il est l'heure, je vais le rejoindre. Ça va? Ah, et toi? Ouais, carrément. Donc je suis avec Léo. Salut Léo. Salut Louis. Et merci d'avoir accepté mon invitation du coup. Bah, avec plaisir. Alors première question que j'avais à te poser, c'était par rapport à tes débuts. Comment est-ce que tu as commencé la vidéo, tout simplement? En fait, moi j'ai fait une école de sciences politiques, donc à la base c'est pas du tout pensé pour ça. Et vu qu'il y avait des associations et des choses à filmer, j'ai vraiment commencé comme ça au début. C'était vraiment pour dépanner. Et puis après, j'ai rencontré des collectifs de musique en fait qui faisaient de la techno. Et donc du coup, là, fallait que je fasse des reports de soirée. Tu vas, tu filmes la soirée, et puis au final, tu passes du bon temps. C'est la première fois qu'on m'a payé en fait pour faire un truc. Tu payais quoi, 100 balles pour faire une vidéo de soirée, et moi je trouvais ça hyper cool. Comme ça, ouais. Ça commence comme ça, et puis surtout avant, je bossais dans une cuisine à faire la plonge et tout, et j'ai compris que je pouvais gagner de l'argent en faisant un truc trop cool en étant en soirée. Je me suis dit bah attends, mais c'est le job de rêve. Et c'était quoi du coup? C'était des vidéos genre clippées Ouais, c'est ça en sur fait, de la musique où tu résumes une soirée? On choisissait un son, shooter des tonnes d'images pendant la soirée, et puis après tu fais un montage un peu synchronisé et tout. Et au final, ça c'était un super bon exercice pour commencer. D'ailleurs, je le recommande si vous voulez vous lancer en vidéo. N'importe quel organisateur de soirée a besoin d'une vidéo pour promouvoir ses événements. Vu que tu peux shooter tout ce que tu veux et que t'as pas de storytelling et tout, le tout c'est que quand tu fais ton montage, il y a quelque chose d'hyper dynamique qui ressort. Et aussi c'est même de tricher. S'il y a un peu moins de monde à un endroit ou quoi, tu t'arranges pour filmer différemment et tout. Donc ça t'apprend déjà à mettre en scène un peu les choses et à rendre du mieux possible un événement. Et donc ça m'a vachement aidé à partir de n'importe quelles images de faire un montage vraiment le plus efficace possible en fait. C'est quoi le premier projet qui t'a vraiment mis le pied à l'étrier un peu plus sérieusement que les vidéos de soirée en fait? Comment ça a évolué ensuite? J'ai fait un premier clip en fait pour Fakir, l'artiste de musique électronique. En fait à la base j'avais fait une vidéo de vacances et je lui avais envoyé. J'avais monté avec un son à lui en fait. Et puis il m'a dit ah, est-ce que ça pourrait pas être un clip et tout. Je lui ai dit bah ouais carrément, enfin tu peux pas dire non. C'était un mix de 3 sons, il m'a dit franchement c'est cool, est-ce que tu veux pas le monter juste sur le son de mon EP qui va sortir? Du coup c'est fait comme ça, et ça fait vachement de visibilité parce qu'il y avait Combini qui avait reposté, ouais. Etc. Et du coup à partir de là j'ai pu faire d'autres clips, et le clip c'est vraiment ce qui m'a permis d'être visible ensuite en pub en fait. C'est intéressant de le dire parce que je remarque souvent qu'il y a beaucoup de réals qui ont percé ou quoi, qui commencent souvent avec des vidéos un peu guérilla où ils prennent genre un clip d'un artiste américain, ils font une vidéo sur lui ou quoi. Ouais, et toi en fait c'est un peu ce que tu as fait aussi en prenant sa musique et en le contactant. Ouais, et puis c'était hyper spontané. Moi j'aurais jamais pensé que ça devienne un clip en fait, donc j'ai pris vraiment les images qui me plaisaient. Et au final tous les projets dans les 2 ans qui ont suivi qui m'ont apporté en fait du boulot, c'est que des trucs que j'ai fait avec 3 balles quoi. Mais que j'aimais vraiment faire. Ou après par exemple la vidéo de Paris on t'aime aussi. Ouais. La mairie de Paris avait fait une pub sur Paris pour donner aux gens envie pour qu'ils aient envie de revenir à Paris après les attentats. Et puis c'était une vision complètement erronée de Paris avec des gamins qui dansent sur le toit de l'opéra et tout. Et puis avec mon pote Max avec qui on a vu beaucoup de vidéos, tu vois, on s'est dit mais attends c'est pas du tout l'image de Paris, on va faire notre version. On a cartographié Paris avec tous les endroits qu'on aimait. Et on a tourné 3 jours non-stop, comme des fous, genre dans la rue, à marcher, tout à pied quoi. On a fait une lettre ouverte à Hidalgo sur Facebook à côté de la vidéo
en statut quoi. Et en quelques heures, elle avait vu la vidéo, la mairie nous a appelé 2 heures après qu'on ait sorti la vidéo. Et du coup, là, ça a été une exposition de dingue. Tous les médias en ont parlé. En termes un peu marketing, entre guillemets, c'est hyper bien joué, les deux. Fakir, c'était hyper innocent, c'est-à-dire que vraiment, c'était ma vidéo de vacances. Et la vidéo de Paris, on savait qu'on pouvait avoir une sorte de droit de réponse en tant que Parisien pour faire le truc. On savait pas à quel point ça allait prendre. Genre, on avait fait des pronostics avec mon pote, on s'est dit, bon, si on la poste et que le soir même, il y a 10 000 vues, c'est cool, tu vois. Ouais. Et au final, il y en a eu 250 000 le jour même. Et là, on s'est dit, putain, il se passe un truc et tout. Les journalistes qui commencent à nous appeler et tout. Et là, c'était un mois assez dingue, quoi. Il me semble aussi que ce projet, Paris on t'aime aussi, t'a permis de signer dans une agence qui représente des réalisateurs, c'est ça? Dans une boîte de production. Ils représentent des réals, effectivement, qui s'appelle Frenzy. Là où ça a permis de se transformer aussi entre un projet perso et du commercial, c'est que Paris on t'aime aussi était dans un brief agence pour Uber. Donc c'est-à-dire les créatifs, ils disent voilà, on veut tel style de vidéo. Et donc du coup après il y a plusieurs boîtes de prod qui m'ont appelé pour être en compétition dessus, dont Frenzy. Et du coup je les ai rencontrés comme ça. Ils ont apprécié en fait la démarche et le fait de faire les choses soi-même. Il faut savoir que les boîtes de prod elles recherchent vachement des profils de gens qui savent se démerder en fait et raconter un truc avec peu de moyens, parce que si après tu leur donnes des moyens, du coup logiquement ils peuvent faire mieux. Ils regardent pas que ça, ils testent aussi ton aptitude à savoir répondre à un brief. C'est-à-dire que si t'as fait que des vidéos perso mais que t'as fait aucun projet à côté où tu réponds à une demande d'un client, du coup ton projet perso est moins valable aussi. C'est-à-dire que moi j'avais fait d'autres trucs à côté, d'autres pubs avec d'autres productions. Par exemple j'ai fait des vidéos pour Cézanne, c'est une marque de fringues pour femmes. Et là on t'appelle, on dit voilà on va shooter en fait les photos pendant 3 jours dans un lieu et toi tu vas devoir faire la vidéo dans les temps de pause. C'est pas facile, mais l'avantage c'est que tu es dans un beau décor avec un mannequin et que du coup normalement tu dois t'en tirer avec des belles images, et ça pour ta bande démo c'est hyper bénéfique. La deuxième étape qui a été vraiment importante, c'est que y avait une boîte de prod avec laquelle on bossait avec mon pote Max, avec qui j'ai fait beaucoup de vidéos. Il nous a dit voilà, Le Bon Coin a besoin d'un contenu, est-ce que vous pouvez nous écrire une petite histoire là-dessus, faire un petit format pub. Et là on a tout écrit. On a écrit toute la pub, du coup c'était une pub assez atypique puis ça durait 2 minutes 30, comme un petit court-métrage. Et ça a été hyper apprécié des boîtes de prod. Félix est vendeur ceinture noire sur Le Bon Coin. Depuis des années, il revend ses objets chéris qu'il n'utilise plus, de sa première bicyclette jusqu'à l'objet high-tech dernier cri. Il réalise toutes ses ventes depuis son smartphone, conseillé par ses écureuils volants. Mais aujourd'hui, Félix passe à l'étape supérieure. Il va devenir maître kung-fu sur Le Bon Coin. On voulait faire un truc, je sais pas, un peu décalé. Alors qu'à la base, ils avaient écrit un premier script où c'était juste un acheteur A rencontre un acheteur B et il lui vend l'appartement, tu vois, des trucs comme ça. D'accord. Et on leur a dit attention, on va mettre vraiment du storytelling et tout là-dedans parce qu'il faut que ça soit sympa à regarder, quoi. Et ça a vachement plu. Alors tu as aussi un podcast qui s'appelle Caméflex, où tu vas en fait à la rencontre des gens du cinéma. Ouais, c'est ça. Alors raconte-nous un peu comment est né ce projet. J'ai un très bon ami qui s'appelle Antonin Archer qui fait Nouvelle École. Ouais, je connais bien. C'est un super podcast où il part à la rencontre de gens qui sortent des sentiers battus, qui ont des parcours un peu atypiques. T'es en train de déjeuner, il me dit putain mais c'est trop bien en ce moment, chaque semaine je rencontre quelqu'un de trop intéressant. Ça m'a fait un déclic, je me suis dit attends moi je vais faire pareil, tu vois. Pareil dans la vidéo. Pareil dans la vidéo, je me suis dit qui je voudrais rencontrer, et forcément bah du coup c'est des gens qui travaillent dans le cinéma. Je me suis dit bah le meilleur moyen d'en apprendre plus sur les métiers, c'est d'aller voir les techniciens en premier pour savoir comment ils bossent, qu'est-ce que c'est par exemple la vie d'un chef opérateur ou d'un chef déco, comment il prépare ses tournages, quelle est sa vision du cinéma, à quel point les gens sont passionnés quand ils font leur métier, etc. Je les invite et on parle de leur filmographie, de la façon dont ils ont préparé les films, et on parle toujours du lien avec le réalisateur, comment ils discutent avec le réalisateur de ses envies, qu'est-ce qu'ils apportent en plus dans l'aspect créatif. Et ça c'était hyper enrichissant parce que je me suis dit voilà, moi je connais pas grand monde dans le milieu du cinéma en soi. Et je me suis dit bah tiens, ça va être un moyen d'y entrer par une autre porte. Le podcast, les interviews comme tu fais, où il y a plein d'autres formats en fait qui coûtent rien. Voilà, j'ai acheté 2 micros, tu vois. Ouais. Mais après poster ces podcasts sur internet, sur iTunes, ça coûte 0 € quoi. Pour 3 fois rien.
tu peux rencontrer qui tu veux. Et quand t'appelles des gens et que tu leur dis voilà, ça te dit qu'on parle de ton métier, de ta passion, ils disent rarement non, tu vois. Ça je le dis souvent franchement, aujourd'hui avec internet, on a la possibilité de rencontrer plein de gens. Moi j'ai fait des conférences dans mon école de commerce quand j'ai commencé, j'ai rencontré plein de gens dans la pub, puisqu'à l'époque je voulais faire de la pub. Ce qui est important c'est de trouver un argument pour rencontrer les gens. Antonin c'est ce qu'il a fait, tu vois, il a trouvé son prétexte. Moi mon prétexte c'est de dire voilà, je suis un jeune réal, j'ai besoin de rencontrer des gens et aussi de motiver les jeunes aussi à se lancer. Quand tu dis ça à des gens qui bossent dans le cinéma, ils sont hyper favorables à la démarche. Mais si tu les appelles juste en disant viens on boit un café, effectivement ils vont être ah j'ai du travail, etc. Pareil pour nous deux en fait. Active, en fait. Moi Léo je connaissais pas et c'est via aussi la chaîne YouTube en lui disant si on faisait une interview, un format un peu cool. Moi, je trouve ça, on s'est rencontrés, donc c'est le même principe en fait. Ouais, c'est exactement pareil, il faut le faire quoi. Si vous avez envie de rencontrer des gens, créez un contenu, créez un format, une vidéo, un podcast ou n'importe quoi. Et puis les gens seront chauds quoi. Si ça part d'une bonne intention en fait, vous présentez bien votre projet, les gens diront oui. Alors du coup, prochain sujet. Donc on devait parler de... Le Nikon Film Festival. Ouais. T'as concouru, on dit concouru? Je crois que ça se dit, ouais. T'as concouru au Nikon Film Festival en 2017 du coup, l'année dernière? Bah pareil, je l'ai fait avec Antonin, donc de Nouvelle École. On voulait faire un film mais on savait pas quoi, comment et tout. Et je lui ai dit Anto, j'ai fait écoute, ça fait 5-6 ans moi que je regarde les films Nikon. Peut-être qu'on rappelle juste le concept peut-être rapidement du Nikon Film Festival, c'est quoi exactement? Alors c'est donc 2 minutes 20 en durée, il y a un thème chaque année, donc le thème cette année c'était le cadeau. C'est super bien de faire ce format là pour commencer en fiction parce que tu as des bornes quoi, tu as la borne de durée, la thématique et un envoi de ton film en janvier au max. On a écrit un premier script qui était pas terrible, sur lequel on a bossé genre 2-3 semaines en se voyant régulièrement, qu'on a acheté à la poubelle et on en a refait un autre. C'était l'idée d'Antonin et il me disait voilà mec, il faut qu'on prenne à rebours l'idée du cadeau, faut pas qu'on fasse un truc sur un anniversaire ou quoi parce que tout le monde va le faire. Et si un mec rentrait dans le métro avec un cadeau et que il commençait à faire flipper une passagère. Et je lui dis bah ouais, j'en mets tout de suite. Il peut se passer plein de trucs dans l'imaginaire collectif. Il se trouve que ça a marché quoi. On a eu 2 prix. On a eu le prix du meilleur son et le grand prix aussi, donc du coup qu'on a gagné cette année. Donc ça c'était vraiment un tremplin super. Vous avez tourné avec qui? Avec des gens que vous connaissiez, avec des vrais acteurs? Jusqu'à quel point vous avez en fait préparé ce projet? À l'inverse des films par exemple comme le film de voyage dont je te parlais au début qui est devenu un clip et tout, chaque micro détail on l'a vraiment réfléchi à fond. La fiction c'est beaucoup plus exigeant que faire des clips, que faire des reportages, que faire des trucs comme ça. L'acteur on l'avait déjà en tête, je l'avais découvert dans le clip Territory de The Blaze. Ah d'accord. C'est Dali Ben Salah. Et du coup, à partir de là, on a constitué toute l'équipe. Il y avait un chef-op avec 2 assistants. On allait faire des tests de caméra pour voir ce qui marchait bien dans le métro, pour bien stabiliser l'image. On a même pris une chef déco pour faire le paquet cadeau, enfin une accessoiriste pour choisir le papier, etc. On a pris un styliste, on a vraiment réfléchi à la tenue du mec, comment il... T'es allé au bout des choses. À quoi il doit ressembler. C'est super sympa. Chiasto. Ah ouais, franchement, je connais. Chez Casimir. En fait, on découvre des endroits en marchant. Ouais, c'est bien. En parlant de vidéo. Donc c'était bien préparé. On l'a vraiment taffé et le script, chaque ligne, chaque cut en fait, quasiment le montage était écrit dans le script. Avec le Nikon Film Festival, c'était de la fiction. C'était le premier projet de fiction. Alors que tu fais aussi beaucoup de publicité, j'ai vu que tu avais pas mal de projets publicitaires à ton actif. Ouais. Voilà, la question c'était pub ou fiction? La pub c'est vraiment un laboratoire pour essayer plein de techniques de tournage, d'essayer du matériel. Ça te permet déjà d'appréhender un peu l'univers du cinéma. Et après, à terme, moi j'ai envie de faire de la fiction, j'ai envie de faire du long. Mais pareil, si tu fais du long, ça prend énormément de temps et les retours financiers se font que après ou en écriture, mais c'est faible et il faut vraiment pouvoir bosser à côté, faire de la pub, faire des projets. Et ce qui est dur, c'est d'arriver à trouver un équilibre, de rester stimulé des 2 côtés. Parce que quand tu te mets à faire de la fiction, tu te dis ah je veux faire plus que ça, parce qu'en fait c'est ça la vraie création, c'était totalement libre. Donc du coup quand tu refais de la pub, t'es là ouais mais moi frustré. Je parle d'un produit, c'est pas intéressant. En fait si, c'est intéressant et ça te paye ton loyer quoi. Autant tu vois le passage de vidéaste, freelance à pub web et puis pub télé peut se faire en quelques années. Le passage à la fiction en long métrage, ça c'est plus des échéances sur des décennies, tu vois. Sauf quand tu t'appelles Xavier Dolan. Voilà, mais du coup tu peux vraiment pas prendre ce mec en exemple parce qu'il est tellement le seul, enfin il y en a très peu des réals de son âge. Et un premier long, ça se fait plutôt quand t'as la trentaine. Là par exemple, tu vois, le Nikon c'était 2 minutes. Là le prochain que je vais faire, il fera dans les 10-15 minutes, ça fera un vrai court qui pourra aller en festival classique.
Et puis après, quand t'as un vrai cours, là tu peux prétendre au long. Puis après, si tu fais un long, t'as intérêt à ce que ton premier long marche parce que sinon t'es grillé. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'il faut jamais lâcher ce qu'il y a à côté parce qu'imagine tu te plantes en long métrage et que t'as besoin de te faire un peu oublier et puis relancer un autre projet. Faut qu'il y ait des sous qui tombent. Donc là, tu as un projet de moyen. Bah, de court-métrage, de 15 minutes. Et du coup, à faire cette fois-ci financé par des organismes de l'État, tu vois, des régions, le CNC, déposer des dossiers, prendre du temps. C'est pas comme le Nikon que tu fais en 3-4 mois. Ouais. Mais c'est bien de commencer par le Nikon avec des échéances très courtes qui coûtent pas cher, tu vois. Le risque de vouloir se lancer peut-être en court-métrage de 15 minutes d'un coup, c'est d'être hyper découragé par tous les dossiers, monter des financements, parce que c'est comme monter une petite entreprise, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de vouloir faire ses premières vidéos, des trucs qui filmer ce qui nous plaît. Même si tu les montres pas, faut quand même les faire. Enfin, en tout cas, moi je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai fait que j'ai jamais montré, mais j'avais un plaisir à le faire, à les regarder et à juste aller montrer à 3 potes. Et de temps en temps, à les regarder, à me dire, ah, on s'est bien marré, tu vois. Genre, moi j'ai fait des trucs au début dans mon jardin avec un pote, genre on faisait des je sais pas, des faux cours de jardinage ou des trucs comme ça, complètement loufoques. Ça reste sur mon disque dur, c'est nul, tu vois. Mais moi, on s'est trop marré à le faire, ou des cours de cuisine improbables. T'aimes le fait de faire le truc, et c'est ça qui est important. Et c'est pas le résultat, quoi. C'est pas être réel, être connu, être. Ouais, non, surtout pas. Il faut kiffer faire des vidéos et monter 10 heures par jour des vidéos. En fait, la question numéro 1 pour moi, c'est est-ce que tu vois pas le temps passer quand tu fais ça? Et si tu te rends compte qu'en fait, ça fait 4 heures que t'es sur ton ordi, ou une journée que t'es en train de tourner, mais que bah t'as pas vu le temps passer ou la journée passer, c'est que t'es en train de faire la bonne chose et que même si c'est pas terrible au début, ça sera cool à un moment donné parce que tu vas progresser. Mais si tu sens que c'est un effort et qu'en fait tu veux juste le résultat, fais autre chose. Change. Si t'as ce postulat de base là que tu vois pas le temps passer, ça marchera. Bon, merci Léo. Bah écoute, merci à toi. C'était cool. Voilà, on a vu plein de trucs, j'espère que ça vous a un peu aidé dans votre parcours à vous à essayer de construire un peu ce que vous voulez faire aussi. Carrément. En tout cas, merci d'avoir accepté et bah, à bientôt. mon invitation sur Grain. Grain, maintenant on dit en anglais. On dit grain ou grain, hein, il m'a dit qu'on pouvait dire grain, donc ok, ça me va. Et puis à très vite du coup pour de nouvelles aventures. Salut. Salut.